Chiots farcis d'escargots, excréments de colombes, urine d'enfants, bile de lièvre. Non, c'est pas un camoulox chelou, c'était bel et bien les ingrédients de recettes médicales qui viennent tout droit du Moyen-Âge. Et c'est vrai que quand on pense médecine du Moyen-Âge, on imagine directement des saignées, des potions un petit peu louches et des malades soignés dans la boue. Bref, une époque crasseuse et un petit peu flippante. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si on a vraiment perdu les savoirs romains après la chute de l'Empire pour retourner à un état presque sauvage et barbare. Un genre d'âge des ténèbres de la connaissance. Comme souvent, c'est quand même plus compliqué que ça. Déjà parce que le Moyen-Âge, c'est près d'un millénaire d'histoire et il s'en est quand même passé pas mal des trucs. Mais aussi parce que, au final, on n'en sait pas forcément tant que ça sur les pratiques quotidiennes. Et oui, on connaît pas mal les derniers siècles avec la peste noire, la chirurgie de guerre et les traités médicaux qui deviennent de plus en plus accessibles. C'est logique, la première école de médecine d'Occident, elle est fondée au XIIe siècle à Salerne, et à partir de là, on va observer une diffusion des savoirs qui viennent notamment d'Orient. Mais pendant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la première partie du Moyen-Âge, c'était comment ? Figurez-vous que c'est exactement la question que se pose un projet britannique qui porte le nom de Corpus of Early Medieval Latin Medicine, ou CEMLM pour les intimes. Et l'objectif, c'est de rassembler, de cataloguer et de fouiller les manuscrits latins du Haut Moyen-Âge pour comprendre la médecine avant l'émergence de la fameuse école de Salerne. Et là, on a une petite surprise, parce que l'âge des ténèbres était peut-être pas si sombre. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Parmi toutes les disciplines savantes du Moyen-Âge, la médecine a longtemps eu la réputation d'être la plus pauvre, réduite à des pratiques superstitieuses, à des remèdes grossiers et à des prières. On a vraiment cette idée que peu de gens la pratiquent et que quand c'était le cas, c'était des petits centres érudits isolés. Et cette idée, et de manière générale la mauvaise opinion que les gens ont du Moyen-Âge, elle nous vient en fait de la Renaissance. En fait, c'est la période où on va redécouvrir, entre guillemets, l'Antiquité gréco-romaine et pendant laquelle la société va chercher à se définir comme la prolongation de cet héritage. C'est même Pétrarque, au XIVe siècle, qui va utiliser pour la première fois le terme d'âge sombre pour faire référence à tous les siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain. Sauf qu'évidemment, quand l'Empire romain d'Occident tombe en 476, ça signifie pas du tout la mort de la médecine. C'est un peu l'histoire d'une perte de contact, d'une perte d'héritage, justement. On se rappelle très bien qui était Hippocrate ou Galien, par exemple, mais on perd le contact avec les œuvres entières, on perd le maniement du grec, tout simplement. Il y a un impact culturel très important de toute cette situation politique, la perte des institutions scolaires, l'éparpillement de bibliothèques, etc., etc. Il n'y a plus que l'Église, grosso modo, qui instruit, copie, conserve des livres. Donc, on va aboutir à une médecine héritée, certes, mais à l'état de fragments quelque peu morcelés. Ça va être très propice aux pseudépigraphes. Par exemple, beaucoup de textes vont circuler sous le nom d'Hippocrate ou le nom de Galien, mais sans être deux, etc., etc. Donc, c'est plutôt l'idée d'un souvenir de quelque chose de perdu qui va être enfoui, alors qu'au contraire, dans le monde arabe, les califes vont mener une politique culturelle ambitieuse et faire traduire en arabe le plus vite possible toutes sortes de textes fondamentaux qui viennent de la culture grecque. Donc, l'Occident latin, c'est quand même un peu l'histoire d'un appauvrissement du point de vue des textes médicaux. À l'Est, l'Empire byzantin poursuit la tradition gréco-romaine et des médecins comme Alexandre de Tralles reprennent les textes médicaux antiques, vont enseigner l'anatomie et vont développer une culture hospitalière héritée de l'Antiquité. Les xénodokia, par exemple, ce sont des hospices créés dès le IVe siècle qui vont accueillir des pèlerins, des voyageurs et des malades. Et avec le temps, ils vont évoluer vers de véritables hôpitaux chrétiens financés par des fondations pieuses. Et s'ils apparaissent d'abord en Europe de l'Est, ils vont ensuite se répandre à l'ouest. À l'ouest, justement, la situation est plus éclatée et elle va dépendre des différents centres de pouvoir qui vont se développer au cours des siècles. La médecine va quand même survivre dans quelques foyers comme Ravenne, Carthage, Marseille, etc. Les textes antiques qu'on a, ils sont copiés dans ces foyers sous forme d'abrégés, de florilèges ou même de recueils de recettes. Et là, c'est vraiment la différence avec l'Est, parce qu'on perd la grande cohérence des grands traités. Mais on va quand même conserver l'essentiel. La pharmacopée, les gestes thérapeutiques, les rudiments d'anatomie, bref, la pratique. On sait très bien que donc dans les monastères qui font figure un peu de conservatoire de la culture, des moines copient toutes sortes de textes, pas que médicaux, mais ils peuvent également donc pratiquer, mettre en pratique cette médecine savante ou ces restes de médecine savante. Ça, c'est une chose. Il y a un infirmarius, par exemple, dans les monastères qui s'occupe des malades. Ça, c'est bien connu. En revanche, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a des gens qui soignent à l'extérieur des murs du cloître. Ceux qu'on englobe sous le qualificatif d'empirique souvent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de formation théorique. Alors pour nous, historiens, la grande difficulté, c'est de les saisir, c'est de les connaître. Grosso modo,
ils ne nous sont connus que quand ils ont des ennuis, quand ils ont des procès, quand ils sont inquiétés. Hein. Donc il faut imaginer évidemment une foule assez bigarrée de gens ayant des compétences médicales, je répète, sans formation théorique, mais avec une efficacité sans doute incontestable, très difficile à saisir. Des femmes aidant des accouchements, donc l'ancêtre de nos sages-femmes, ce qu'on nomme maintenant guérisseurs ou rebouteux. Voilà. De temps en temps, sporadiquement, dans la documentation, on en saisit, mais on serait bien en peine d'affirmer leur nombre et leur localisation exacte. Avec le recul urbain et l'instabilité politique rencontrée en Europe, on a deux pratiques qui vont coexister. Déjà, une médecine monastique savante qui va être héritée des textes antiques, mais aussi des pratiques populaires fondées sur l'observation, l'expérience et les traditions orales. Et en réalité, ces deux univers vont constamment se mélanger. Une prière, par exemple, elle peut tout à fait accompagner une décoction de fenouil ou un cataplasme de sauge, par exemple. D'ailleurs, un petit fun fact, il existe une base de données qui s'appelle Carminabase et qui va recenser les charmes, c'est-à-dire les formules d'incantation qu'on a retrouvées dans les manuscrits médiévaux. Là, c'est bien la preuve que les deux se mélangent. C'est vrai qu'il y a une conception de la maladie comme épreuve envoyée par Dieu, mais il y a aussi l'idée du corps, temple du Saint-Esprit. Donc il faut quand même ménager, soigner. On a par exemple toutes sortes d'écrits qui tonnent contre les excès des ascètes. Il ne faut pas non plus en rajouter, si vous me passez l'expression, dans les mauvais traitements infligés au corps. Par ailleurs, en matière de pratique médicale ou de moyens de guérir, eh bien les prières, les bénédictions ne sont pas non plus antagonistes de médication à proprement parler. Après, la question est de maintenir une distance raisonnable entre la prière, l'oraison, la bénédiction et ce qui a l'air d'être déjà de l'ordre du sortilège ou de l'incantation et qui risque de toucher à la magie blanche. Dans ce paysage, les monastères vont devenir de véritables relais scientifiques. Les moines vont pas se contenter de copier des manuscrits, ils vont compiler, ils vont expérimenter, adapter, et leurs orti simplicium, les jardins de simples, ce sont de vrais laboratoires à ciel ouvert où on va tester, conserver et transmettre des savoirs thérapeutiques. La charité chrétienne, ce qu'on appelle la caritas, va transformer le soin en acte social. Et les premiers établissements d'accueil pour malades et pauvres, comme à Reims ou à Lyon, sont à la fois des hospices et des lieux de traitement. Faut bien intégrer un truc, c'est que l'Église, elle ne rejette pas la médecine. Elle va la structurer. C'est pas un frein pour la médecine et elle a même souvent été un vecteur de conservation et de diffusion, même si elle cherchait à contrôler certaines pratiques qui étaient jugées trop magiques ou païennes. Alors évidemment, la chirurgie reste assez limitée, mais on a des gestes simples, comme des saignées, des sutures, des réductions de fractures, qui sont décrits dans certains manuscrits carolingiens. Ce qu'on sait un peu mieux, c'est que pour ceux qui ont accès à la théorie, par exemple, je pense donc à nos chers moines, eh bien, ils ont à leur disposition un certain nombre de textes complets ou non, fragmentaires ou pas, de théorie médicale, et on sait qu'ils l'appliquent, par exemple, dans le cadre de la saignée, ce prélèvement de sang régulièrement organisé, sur lequel on est bien documenté, et par les textes, et par l'archéologie, par exemple. Donc, il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, entre théorie et pratique. Simplement, dans le cas des empiriques ou des guérisseurs ou encore des sages-femmes, la théorie, si tant est qu'il y en ait une, nous échappe largement. Jusqu'au XIe siècle, la médecine, elle est considérée plutôt comme un artisanat et non comme une science. Le développement des premières universités médiévales européennes, ça va changer la donne. Alors, la différence entre l'avant et l'après, c'est la naissance d'un médecin diplômé, universitaire, qui fait autorité, et qui est donc formé d'une toute autre manière que l'étaient même ces braves moines qui l'ont précédé. Il a désormais un corpus de textes qui étoffe sa pratique et son appréhension du corps. On lit des textes, on les commente, on multiplie les questions à leur sujet, donc on fouille, si vous voulez, beaucoup plus un certain nombre de thématiques qu'on le faisait auparavant. Du coup, dans la pratique, le fait que ce médecin diplômé, jaloux de son pouvoir, va, selon les endroits aussi, traquer les concurrents. Et que du coup, ces fameux empiriques, guérisseurs, bouteux qu'on a un petit peu évoqués, vont parfois être extrêmement inquiétés, voire éliminés, parce qu'ils empiètent sur la clientèle, tout simplement. Alors qu'ils ont parfois des résultats au moins aussi bons, sans la même théorie. Mais c'est un esprit de corps, une volonté de préserver son précaré, qui va nous donner à connaître comme ça des noms de guérisseurs inquiétés, parce qu'en fait, ils réussissent au moins aussi bien que les médecins et qu'ils leur détournent de l'argent à leur profit. Mais le développement des universités et des médecins professionnels, il est aussi rendu possible par un bouleversement qui commence au XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est une époque où les érudits européens ont soif de nouvelles connaissances. Et ces connaissances, ils peuvent en trouver notamment en Espagne ou en Sicile, récemment passées sous domination chrétienne.
Ce qui va se passer de fondamental justement à la charnière entre ce qu'on désigne traditionnellement comme le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, donc entre 11e et 12e siècle principalement. C'est un mouvement qui a été baptisé par la suite de grandes traductions. C'est-à-dire qu'en différents lieux, des individus ou des groupes éprouvent le sentiment d'une pénurie de textes, savent très bien qu'il y a des textes ailleurs, mais qu'ils manquent de ces connaissances. Et ça va consister à faire passer le plus souvent d'arabe en latin, mais également de grec en latin, des textes fondamentaux pour un certain nombre de sciences. Alors, pas que la médecine, hein. L'optique, les mathématiques, etc. vont être également bénéficiaires de ce mouvement de redécouverte. La philosophie, bien sûr, avec Aristote. Et donc, à partir de ce moment-là, le pionnier, si vous voulez, c'est un moine appelé Constantin l'Africain. Il est ainsi baptisé parce qu'il est originaire de Tunisie. Il se retire au Mont Cassin, près de Naples, toujours en Italie du Sud. Donc, il va s'atteler à la mise en latin d'un certain nombre de textes médicaux arabes extrêmement importants. Mais c'est que le début, j'ai envie de dire, d'une tendance. Au XIIe siècle, un autre grand nom qui va se signaler, c'est celui de Gérard de Crémone, qui, comme son nom l'indique, est originaire d'Italie, se rend à Tolède. Tolède a été libérée par la Reconquista, donc elle est à nouveau accessible. Il sait très bien qu'à Tolède, il y a tout un trésor textuel qui est perdu pour l'Occident. Et il va se lancer dans des traductions à la chaîne, à la tête d'un atelier, on le crédite de plus de 70 traductions, je crois, capitales, donc, dont des traductions médicales, mais je répète, pas que. Et c'est un mouvement qui va se perpétuer, qui grosso modo s'essouffle au début du XIIIe, et de ci, de là, d'autres individus, des clercs, donc des hommes instruits déjà à la base, éprouvent ce besoin-là, savent très bien qu'il y a des textes qui leur échappent, et vont prendre la route lointaine vers les centres où ils savent que ces textes gisent dans une autre langue, et vont les faire passer en latin. Et à partir de ce moment-là, évidemment, l'horizon mental, l'horizon du connaissable pour les occidentaux latinophones s'élargit considérablement. Le savoir va prendre un autre visage, la classification des sciences va en être affectée, et tout naturellement, les premières universités qui vont commencer à frémir à la toute fin du XIIe et qui sont vraiment nées au XIIIe vont bénéficier de cet élargissement considérable du champ du savoir. Pas que dans le domaine médical, Il y a tout d'un coup un afflux de textes, de connaissances, d'auteurs, dont pour certains on ne les connaissait pas du tout. Il y a à la fois des auteurs antiques et puis aussi des auteurs arabes qu'on découvre avec avidité, de même que leurs commentateurs. Parmi les auteurs arabes voient un grand succès, je pense bien sûr à Avicenne, Ibn Sina, originaire de Perse, mais qui a créé en arabe une encyclopédie médicale qui va faire autorité au-delà du Moyen-Âge. Et ça, on l'ignore jusqu'au XIIe siècle. Et c'est grâce à Gérard de Crémone que son chemin vers l'Occident va se frayer. Les connaissances théoriques vont alors s'institutionnaliser et les textes provenant du monde arabe et de l'Empire byzantin vont être traduits et diffusés à plus grande échelle. Bref, là, on prépare les grands changements de la Renaissance. Il y a par contre des permanences dans les pratiques. Cette fameuse saignée est en vigueur jusqu'à la fin du Moyen-Âge et bien au-delà. Dans toutes sortes de cas, y compris avec des excès lors de la peste. On ne sait pas très bien quoi faire face à la peste qu'on ne connaît pas. Et dans quelques cas, on saigne les gens comme des poulets, pour essayer de les libérer de l'infection qu'on a assimilée à un poison. Donc ça, c'est une permanence, la saignée, le recours à la saignée collectif ou individuel. D'ailleurs, dans les monastères, on a des moments de saignée collective. Autre permanence, c'est cette fameuse examen des urines qui reste quand même le seul moyen sémiologique au point, mais qui s'est là aussi affiné, raffiné à la faveur de la connaissance de textes théoriques, donc qui construisent vraiment des raisonnements, si vous voulez, sur cette question. On continue de cautériser, on continue d'administrer des drogues végétales, minérales ou animales. Alors oui, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, la part de drogue animale dans la pharmacopée va décrescendo. On utilise de moins en moins de substances animales et de plus en plus la pharmacopée végétale, pardon. Et puis, il y a des préparations d'un genre nouveau qui surgissent sous l'influence de textes arabes, les sirops, les juleps, ces trucs-là. Par contre, la chirurgie, elle fait de grands progrès. La chirurgie va faire des progrès incontestables. Là aussi, on redécouvre des textes de chirurgiens arabes grâce aux grandes traductions. L'outillage va s'affiner. Les premières dissections vont faire leur apparition et vont permettre dans une certaine mesure une meilleure compréhension du corps humain. Mais je dis bien dans une certaine mesure, parce qu'on continue de se fonder beaucoup sur les livres, les autorités, les autoritates, c'est-à-dire les penseurs de poids.
Et en général, quand on cherche à en savoir un petit peu plus sur la médecine au Moyen-Âge, eh bien c'est sur ces textes qu'on tombe majoritairement. Non seulement parce que ils sont plus nombreux, mais aussi parce qu'ils sont mieux conservés. D'où l'intérêt d'un projet comme le Corpus of Early Medieval Latin Medicine, dont l'ambition, c'est de cataloguer les textes médicaux rédigés avant le grand tournant universitaire des 11e et des 12e siècles. Et grâce à ce projet qui est porté par un groupe international, le nombre de textes médicaux connus pour la période a quasiment doublé avec plus de 200 manuscrits entre la fin du 5e siècle et le 11e siècle. Et le truc un petit peu rigolo, c'est qu'on a tendance à imaginer que la médecine théorique repose sur quelques grands traités qui sont copiés de temps à autre dans des scriptoria monastiques, mais que c'était assez immuable et figé. En fait, figurez-vous que c'est pas du tout représentatif de ce qui se passait en réalité. La médecine du haut Moyen-Âge, c'est un peu le parent pauvre de l'histoire de la médecine, ça l'a été, mais il y a quand même deux grands personnages, Ernest Wickersheimer et Augusto Beccari, à qui les premiers, dans les années 50, ont voulu cataloguer des manuscrits de médecine du haut Moyen-Âge, donc il faut leur rendre cet hommage, même s'ils n'ont pas tout vu, tout fait. Et puis, notre grand historien, qui est Lorraine McKinney, qui a porté l'accent sur la médecine du haut Moyen-Âge, qui, je répète, n'avait pas très très bonne presse. Alors, cet hommage étant rendu, comment on fait? En fait, le problème est lié au catalogage. Ça veut dire que les catalogages ne sont pas parfaits, ne sont pas complets. Et pourquoi ces catalogages ne sont pas parfaits ou complets? Parce que un même codex, donc un livre manuscrit, peut contenir beaucoup de textes. C'est ça l'avantage du codex par rapport au rouleau de l'Antiquité. Simplement, au Moyen-Âge, les textes ont très rarement un titre et tout aussi rarement un auteur. Donc, il est extrêmement facile de ne pas voir qu'un texte nouveau débute sur tel folio et se termine dans tel folio. Donc, je le sais pour avoir participé moi aussi à la réflexion d'un catalogue, c'est très délicat et il faut donc feuillet après feuillet être extrêmement attentif, bien repérer véritablement la fin de tel texte qu'on appelle l'explicite et puis ensuite s'intéresser aux textes intermédiaires, sans foi, ni loi, ni titre, ni auteur, mais qui sont bien du texte et qui viennent se loger dans des espaces, dans des feuillets restés vierges, dans des marges, et qui sont des textes à part entière, mais qui, je répète, peuvent passer très facilement inaperçus. Parce que oui, les grands traités, ils étaient recopiés, mais ils étaient aussi annotés. Et c'est là qu'on voit vraiment le côté pratique. Les moines, ils expérimentaient les soins transmis, ils les adaptaient, et ils n'hésitaient pas ensuite à transmettre leurs découvertes dans les marges. Et d'ailleurs, ils pouvaient aussi pointer les recettes qui étaient importantes avec ce qu'on appelle des manicules, donc des petits dessins de mains fermées avec l'index tendu. Mais ce qui est encore plus surprenant là-dedans, c'est qu'on a une foule de fragments de savoir médical qui est disséminée dans des endroits inattendus. Par exemple, dans des codex qui ne parlent pas du tout de médecine. Et c'est comme ça que les chercheurs ont retrouvé des recettes et des remèdes au détour d'un manuel de grammaire, par exemple, glissé dans un recueil de poésie, voire même inséré dans un livre de prière. Vu le prix donc de la matière première, c'est tentant de pouvoir caser une recette ou une expérimentation dont on sait qu'elle a fonctionné dans les pages laissées vierges d'un manuscrit. Donc, si vous voulez, l'unité thématique du manuscrit, c'est absolument pas le souci à l'époque où on est. Et donc, c'est pas très étonnant qu'un moine à la fin d'un texte liturgique, je dis un peu n'importe quoi, copie comme ça quelque chose dont il a su que cela marchait ou qu'il a expérimenté lui-même pour soigner, je sais pas moi, le catarrhe des chevaux. Je dis la chose un peu au pif encore une fois, mais voilà, un espace vierge est toujours bon à prendre. Et évidemment, ce sont de courts textes qui vont se loger là-dedans, donc d'autant plus difficile à repérer. Tout ce qu'on appelle les recettes qui forment des réceptaires dans le meilleur des cas, c'est petit. Ça peut faire une demi-page, ça peut faire 3 lignes, ça peut faire 3 feuillets, voilà. Parfois, c'est une simple note griffonnée en tout petit dans la marge. Par exemple, le manuscrit le plus ancien recensé, c'est un ensemble d'œuvres de Jérôme de Stridon, ainsi que des lettres. Elles ont probablement été copiées au 6e siècle en Italie. On a des scribes qui ont exploité les espaces vides à côté du texte principal pour y ajouter des notes de toutes sortes. Et on a quelqu'un qui a ajouté une recette, par exemple, très simple, de Posca, une boisson pour les maux de ventre à base d'eau et de vinaigre. Mais aussi, ici, à base de coquilles d'œufs. Alors c'est difficile de dater cet ajout, mais on a certains chercheurs qui pensent qu'elle a été ajoutée plusieurs générations après la confection du manuscrit. On a encore un autre exemple, le manuscrit Berne 224, qui nous montre comment un simple ouvrage d'Isidore de Séville, un traité sur les langues ou la parenté, a fini par être habité de nombreux mini-textes médicaux qui semblent avoir été rédigés par plusieurs mains.
Dans les marges, on va donc découvrir un glossaire latin ou allemand d'ingrédients botaniques, puis des incantations médicales et même des recettes. On en a une qui nous indique « miel vieux et fromage appliqué sur les tibias squameux pendant 7 jours ». Et perso, j'imagine tout à fait le copiste là en train de profiter de cet espace blanc pour noter ce remède à portée de main. Bref, des exemples comme ça, il y en a plein et à chaque fois, la même question se pose. Pourquoi ajouter cette information spécifiquement à cette page et dans ce manuscrit? Dans le cas du texte de Jérôme, eh bien, les chercheurs avancent que peut-être que cet ouvrage n'était plus vraiment utilisé activement et que les moines considéraient les pages vierges comme disponibles pour prendre des notes. Après, c'était peut-être aussi la nature luxueuse du manuscrit qui le rendait facilement reconnaissable et accessible dans une bibliothèque. Ça, on n'en saura jamais rien, mais on peut imaginer des justifications différentes. En tout cas, ça nous montre bien que les mini-textes médicaux qu'on a retrouvés dans les coins de page ouvrent plein de perspectives sur la compréhension que nous avons de la pratique de la médecine. Et surtout, qu'il y a un gros travail de recherche à faire pour les recenser. Une chose est claire, en tout cas, c'est que la médecine médiévale, elle est tout sauf monotone. On va y retrouver évidemment des prières, des charmes, des amulettes, mais aussi des mélanges de plantes, d'animaux ou de minéraux qui sont totalement crédibles. Il y a aussi par exemple des lunaires, c'est-à-dire des lunarias, ce qu'il faut faire en fonction de la lune, notamment en matière de saignée. Il y a des courts préceptes également sur la manière de regarder les urines, d'examiner les urines. Ça, c'est un art très ancien qui n'arrête pas de s'améliorer, de se perfectionner, mais qui au Moyen-Âge aussi est en vigueur. Alors oui, il y a des recettes loufoques, c'est certain, comme le shampoing à base de lézard séché pour rendre les cheveux plus souples, ou encore le crâne de vautour enveloppé dans une peau de loup pour soulager les migraines, mais d'autres qui pourraient très bien figurer dans des livres de naturopathie d'aujourd'hui. Par exemple, un mélange de vin et de graines de pavot pour s'endormir. Et ça, c'est pas vraiment aberrant. En tout cas, les manuscrits confirment que les soignants médiévaux avaient une connaissance fine de la botanique. Ils savaient que la même plante n'a pas le même effet selon qu'on en utilise la racine, la feuille, ou qu'on la sèche ou qu'on la broie. Et ils savaient comment faire pousser, comment récupérer et comment préparer les ingrédients nécessaires aux recettes. Bien sûr, médecin après médecin, grand nom de la médecine après grand nom de la médecine, il y a des traitements qui passent à la postérité comme ayant mieux réussi que d'autres, évidemment. On continue de chercher, il faut lutter contre l'idée d'un immobilisme du Moyen-Âge qui aurait été figé, pas du tout. Au cas par cas, encore une fois, on voit des médecins se targuer de certains succès, les consigner, du coup les transmettre à leurs disciples, etc. Les choses avancent, bougent. Mais de révolution dans les méthodes de traitement, j'en vois pas vraiment. Il y a peut-être un élargissement, par contre, puisque dans la mesure où des textes nouveaux arrivent et révèlent comment soigner telle ou telle maladie, on va appliquer ces thérapies dont on n'avait pas vraiment l'usage jusque-là. Voilà, je vois plutôt les choses en termes d'ouverture et d'élargissement que de changement radical. Par contre, le paysage, oui, change. C'est-à-dire qu'il y a ce médecin vraiment diplômé qui est une nouvelle figure dans l'espace surtout urbain. Ces trouvailles du CEMLM, elles sont hyper importantes, notamment sur les mini-textes, parce qu'elles vont venir contrecarrer la vision très traditionnelle d'un haut Moyen-Âge dont les connaissances seraient en sommeil et les pratiques médicales figées. L'idée du Moyen-Âge crasseux, fataliste, qui serait laissé mourir sans rechigner est tenace. Enfin, l'idée qu'on ne se soignait pas, que les choses commencent vraiment avec l'époque moderne, à de très beaux jours devant elle, alors que bien sûr, si on ne s'était jamais soigné, on ne serait pas là pour parler de tout ça. Ça veut dire que tout le monde se serait éteint petit à petit. Donc oui, c'est intéressant d'un point de vue strict de l'histoire de la médecine, des pratiques du corps, l'attention qu'on y portait, les mots les plus fréquents, etc. Et puis plus largement, dans une histoire culturelle, si vous voulez voir que c'est un domaine actif qui faisait partie plus ou moins du quotidien de ces populations dans une mesure qu'on mesure mal. Avec, par contre, toujours cette zone d'ombre, mais qui va demeurer, celle de la pratique du dehors, qui n'a pas du tout de laissé de trace écrite et dont on peut imaginer qu'elle était très quotidienne, si vous voulez, venir en aide à une femme qui accouche, soigner un animal, on pouvait le faire sans texte, bien sûr, et sans qu'ensuite l'expérience ou le remède soit consigné. Voilà, donc il y a ces deux faces, j'ai envie de dire, quand on pense médecine de cet orculé qu'il faut garder à l'esprit. Ce qui nous échappe pour toujours, mais qu'il faut quand même ne pas minorer. Et puis ce qu'on découvre petit à petit, en essayant de bien comprendre ce à quoi on a affaire. Est-ce qu'on écrit parce qu'on trouve ça chouette, ou est-ce qu'on écrit parce qu'on va l'appliquer, ou ce qu'on l'a appliqué? C'est pas toujours non plus précisé.
Ce qui est trop cool, c'est que le projet CEMLM prévoit de mettre en ligne sa base de données comme une bibliothèque numérique libre d'accès. Donc chaque fragment sera transcrit, décrit, géolocalisé et accompagné de métadonnées sur le contexte monastique et la circulation des textes. Et faut se dire un truc, c'est que le CEMLM, il n'avance pas tout seul dans son coin. Il s'inscrit dans un mouvement bien plus large qui rebat les cartes sur la médecine médiévale, comme par exemple celui du projet Curious Cure de l'université de Cambridge, qui va numériser les recettes médicales des derniers siècles du Moyen-Âge. Là, ils vont esquisser une image du Moyen-Âge bien différente des clichés auxquels on est habitué, et franchement, pour un fanat du Moyen-Âge, ça fait quand même super plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, merci à Bastien Verdier et Hélène Paulet pour leur écriture sur la médecine du Haut Moyen-Âge, merci également à Laurence Moulinier d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Insta, Facebook, TikTok, on est absolument partout, même en podcast. Et si vous voulez défoncer d'autres clichés autour du Moyen-Âge, eh bien j'ai plein de vidéos dispo sur Nota Bene, donc n'hésitez pas à fouiller. Salut!